Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado-diffusion sur la glace, édition du 27 janvier. Décor un petit peu différent, mais ça ne nous empêchera pas de discuter avec vous là, pour les 30-40 prochaines minutes de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine. On va parler également de certains espoirs. Cole Caulfield a connu un bon match, notamment vendredi. Et on va s'entretenir avec des invités intéressants. J'ai rencontré Mario Durocher, entraîneur-chef du Titan d'Acadie Bathurst. On le sait, c'est pas facile depuis 2 ans pour le Titan. On va s'entretenir au téléphone également avec Jacques Carrière, directeur général des Eagles du Cap-Breton. Lui et son équipe, ça va vraiment bien. On a fait des transactions au cours de la période des fêtes pour essayer de tout remporter cette année. On sait que c'est pas facile de gagner au Cap-Breton avec la distance, les kilomètres parcourus. On va en parler avec lui. Et on va s'entretenir également avec l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021. Ça a été confirmé plus tôt aujourd'hui et je suis très heureux de cette nouvelle. André Tourigny, qui était l'entraîneur adjoint de Dale Hunter cette année, c'est lui qui finalement, après 4 fois comme adjoint, aura la chance d'être entraîneur-chef de la formation nationale canadienne au championnat mondial de hockey junior qui auront lieu à Edmonton et Red Deer l'an prochain, donc dans à peu près 11 mois. C'est excellent. C'est une très, très bonne nouvelle et j'en suis très, très heureux. On va lui parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va commencer, comme c'est souvent le cas, avec le Rocket de Laval et la Ligue américaine. Le Rocket qui a disputé 3 matchs au cours de la dernière semaine, après l'avoir emporté en prolongation à la Place Belle mercredi dernier contre le Crunch de Syracuse, un match qu'on vous a présenté à RDS. Le Rocket prenait la route pour 2 matchs ce week-end à Rochester vendredi soir et également face à Binghamton samedi. Pour ceux qui nous regardent via le vidéo, vous voyez présentement les images du match contre Rochester vendredi, une défaite de 5-2. Il y a eu une défaite de 3-2 samedi également contre Binghamton. Keith Kincaid, qui était devant le filet pour le match contre Rochester, a commis ce que j'ai appelé un Marc-André Fleury special, là, si vous vous souvenez de la finale du championnat mondial de hockey junior 2004, où en tentant de dégager son territoire, Fleury avait frappé son propre défenseur Braden Coburn et la rondelle s'était retrouvée dans le but. C'est exactement ce qui est arrivé dans le match contre Rochester vendredi à Kincaid. Samedi, ça s'était bien passé pour le Rocket qui menait 2-0 contre Laval, contre Binghamton, 2-0 après 40 minutes de jeu. C'est Primo qui était devant le filet. Malheureusement pour le Rocket, les Devils de Binghamton, qui jouent bien par le temps qui court, sont revenus de l'arrière pour finalement l'emporter 3-2 en prolongation. Donc, quand on fait le bilan de la semaine pour le Rocket, 3 matchs, on est allé chercher une victoire, une défaite et une défaite en prolongation. Donc, 3 points sur une possibilité de 6. Charles Hudon a atteint le plateau des 20 buts depuis le début de la saison dans la Ligue américaine. Et là, on va rentrer pour 3 matchs à la maison. Il y aura 2 matchs vendredi et samedi contre les Sénateurs de Belleville. C'est la pause du match des Étoiles. On va y revenir dans quelques instants dans la Ligue américaine. Et c'est aussi un match mercredi prochain à domicile contre Utica, qui est une équipe qui fonctionne à plein régime présentement. Et ça, c'est un match qu'on va vous présenter à RDS. C'est notre prochain rendez-vous le 5 février prochain. Parmi les nouvelles qui ont retenu l'attention chez le Rocket cette semaine, la démission surprise du président de l'équipe, Mark Whiteman. On aurait aimé lui parler aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas été en mesure d'établir la communication. Donc, ça reste un peu nébuleux tout ça, mais Whiteman reste en poste jusqu'au 7 février. C'est dit quand même heureux de ce qu'il a accompli depuis 2 ans avec le Rocket et il va prendre une autre direction pour sa carrière. Je vous disais il y a quelques instants que c'est la pause du match des Étoiles dans la Ligue américaine. Hier soir, à Ontario, en Californie, on a présenté les concours d'habileté, un peu comme on l'a fait dans la Ligue nationale vendredi. C'est ce qu'on a fait hier à Ontario. Et honnêtement, Charles Hudon, le seul représentant du Rocket de Laval, a très bien fait lors du concours des tirs de précision. Il a gagné le concours des tirs de précision en atteignant les cibles 4 fois en 5 tirs. Donc, Charles Hudon a gagné cette épreuve-là. Et il faut souligner également l'ancien de la LHJMQ et attaquant du rank de l'Ontario, Martin Firk, qui lui a réalisé le tir frappé le plus puissant de la compétition avec 109,2 000 $. Donc, il a battu le record de la Ligue nationale qui appartenait à Zdeno Chara. Évidemment, certains se demandent si la façon dont le radar est calibré, c'est la même chose que ce qui se passe dans la Ligue nationale, mais qu'on le veuille ou non, en tout cas, Ferg, ça a été tout un tir. Ferg a joué avec les Moussets d'Halifax il y a de ça 6 ou 7 ans maintenant. Il poursuit sa carrière dans la Ligue américaine de hockey. 109,2, c'était quand même assez impressionnant. En marge également du match des Étoiles de la Ligue américaine qui sera présenté ce soir, on a également procédé à l'intronisation de 4 nouveaux membres au Temple de la Renommée. Et parmi le groupe, il y a un Québécois, Denis Hamel, un joueur originaire de Lachute,
qui a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et qui a connu une carrière de 651 points en 850 matchs dans la Ligue américaine. Il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale, tu allé chercher quand même tout près de 200 matchs, donc une carrière professionnelle de plus de 1000 matchs pour Denis Hamel. Et il a été intronisé au Temple de la Renommée. C'est le 5e Québécois à faire son entrée au Temple de la Renommée de la Ligue américaine qui a été fondé en 2006. Denis Hamel, pour ceux qui l'ont connu, il a joué son hockey junior à l'époque avec les Saguenayens de Chicoutimi. Et mon collègue Alex Tourigny, pour l'émission Hockey 360, a réalisé vendredi dernier un reportage sur Denis Hamel. Et j'ai décidé sur la glace de vous le représenter aujourd'hui. Question de connaître un peu plus Denis Hamel pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, on vous présente le reportage, puis tout de suite après, on s'entretient avec André Tourigny, entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021. J'ai joué 850 matchs dans l'année week-end. J'ai marqué 338 buts. J'ai récolté 313 passes pour un total de 651 points. J'ai taffé dans les week-ends parce que j'aimais ça. Pour moi, c'est une belle ligue à jouer. C'est pas la Ligue nationale, mais j'ai pas aucun regret. Puis je suis même pas gêné de dire que j'ai joué 12 ans exactement dans les week-ends, puis je suis fier de l'avoir fait. Mon père a toujours été sur une ferme. Il a toujours travaillé sur une ferme. Il a toujours eu des chevaux. Il travaillait fort. Et dans le travail, mon père, des fois, il y a eu des hauts et des bas dans n'importe quoi. Il y a eu des moments difficiles dans les courses. Il s'est relevé, il a eu du vouloir de continuer, puis c'est peut-être une chose que je retiens beaucoup de mon père. Le travail acharné sera un thème marquant de la carrière de Denis Hamel. Choix de 6e ronde des Blues en 1995, il est échangé au Sabre l'année suivante avant d'amorcer sa carrière dans la Ligue américaine avec les Americans de Rochester. Quand tu te retrouves dans les week-ends, il faut que tu t'attendes que c'est pas du jour au lendemain que tu vas remonter dans la Ligue nationale. Ça a pris 2 ans avant que j'aille la première game dans la Ligue nationale. C'était en 2000, le 6 janvier 2000. Je me souviendrai tout le temps parce que mon père il avait eu 55 ans le 4 janvier. Puis j'avais eu l'appel, puis j'ai dit à mon père, je disais, tu écouteras la game de hockey, puis j'ai quelque chose pour toi. J'avais pris le numéro 55 pour son âge. J'ai été chanceux de faire mon premier but, mon premier chiffre dans la Ligue nationale, puis contre un des très bons gardiens, Martin Brodeur. Après la game, même là, j'avais scoré. J'ai dit peut-être que je suis invincible. Non, ils m'ont redescendu à Rochester, mais quand j'ai retourné dans les week-ends, je voulais tellement travailler fort, je voulais jamais lâcher, je voulais retourner. Pendant cette année-là, je pense que j'ai m'ont rappelé 2 fois pendant l'année. Fait que j'ai eu la chance de jouer 3-4 parties. Après avoir disputé 130 matchs avec les Sabres, Hamel joint l'organisation des Sénateurs d'Ottawa en 2003. Mais c'est avec le club école de Binghamton qu'il fera sa marque et qu'il deviendra une vedette dans la Ligue américaine. Je m'attendais vraiment pas que mon succès parte de là, que ça aille si bien que ça. Là. Number 17, Denis Hamel! En 2007, j'ai eu la chance, après une année incroyable dans la Ligue américaine, de 56 buts, j'ai eu la chance de jouer avec Ottawa. Ça a bien été. Après ça, juste avant le trade deadline, les échanges, il m'envoie sur le balotage, je me fais prendre par Atlanta. Il reste 3 semaines à Atlanta. Je retourne au balotage, Philadelphie me prenne. Je finis la saison là en 2007. C'est à ce moment-là que j'ai peut-être réalisé, OK, j'ai fait 3 équipes dans la même année, puis je suis pas capable de rester là. J'ai réalisé, OK, bien là, moi, je vais penser plus à moi, personnellement. Ça a bien été à Binghamton. J'ai décidé, après en 2007, de signer un contrat juste Ligue américaine. C'est peut-être là que j'ai fait tourner la page sur la Ligue nationale, mais j'ai jamais tourné la page sur la Ligue américaine. J'ai dit, on va continuer dans la Ligue américaine juste à temps que la Ligue américaine me mette dehors. Puis c'est ça que ça a donné. J'ai eu le temps de jouer encore 5-6 ans après. Denis Hamel complétera sa carrière dans la Ligue américaine en 2012 en tant que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Ses 338 buts le placent au 11e rang de tous les temps, alors que ses 651 points lui valent la 32e position. Moi, j'adorais ça, la Ligue américaine. Puis je suis pas gêné de te dire qu'est-ce que j'ai fait, l'accomplissement que j'ai fait dans la Ligue américaine. Puis être au Temple de la Renommée, c'est quelque chose. Pour moi, c'est gros, puis c'est comme une récompense en disant comme tu étais un des meilleurs. Fait que je suis vraiment fier de ça.
Alors voilà donc Denis Hamel, Québécois, qui est intronisé au temple de la renommée de la Ligue américaine. Je vous parlais de 5e Québécois dans l'histoire. Marcel Paillé, Bob Perreault, Frédéric Cassivi, Jean-François Labbé, les 2 derniers des gardiens de but que j'ai connus dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Donc merci à Alexandre Tourigny pour ce reportage qui a été diffusé à Hockey 360, que vous pouvez revoir maintenant dans notre balado-diffusion et que vous pouvez revoir également sur la zone vidéo de rds.ca. Je vais faire un petit lien facile d'un Tourigny à l'autre, de Alexandre à André. On va aller au téléphone maintenant du côté d'Ottawa pour parler à l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021, André Tourigny. Comment vas-tu, André? Ça va très bien, toi, Steph? Écoute, je sais que je ne suis pas partial. Là. Ça fait 2 ans que je dis que tu devrais être le coach de cette équipe-là. Alors, je suis très heureux de la nomination d'aujourd'hui. Sans faire de fausses prétentions, est-ce que tu as l'impression que ça te revenait là, finalement? Là? C'est une bonne question. J'ai jamais vraiment regardé dans cette optique-là, mais c'est sûr que quand j'ai pris la job en 2018 avec en relève à Gilles Bouchard là, avec les moins de 18 ans pour le tournoi Gretzky Linka, c'est sûr qu'à ce moment-là, je revenais dans le programme et mon objectif, c'était d'être entraîneur-chef là, des moins de 20 ans. Donc, je pense qu'avant mon stage avec l'Avalanche du Colorado, j'avais fait déjà 3 expériences en tant qu'adjoint. Puis quand là, j'ai mon année nationale, fait que j'avais comme mis ça sur la glace, mais quand je suis revenu dans le junior, je savais pas combien de temps que ça me prendrait avant de retourner dans le programme, parce que de revenir dans le junior, d'apprendre à connaître tous les joueurs, et après ça, j'ai changé de ligue, j'étais en Ontario, donc je me suis donné un petit peu de temps, mais quand j'ai accepté de revenir dans le programme, j'avais un objectif en tête, c'était d'être entraîneur-chef de l'équipe Canada Junior. Est-ce qu'il a été question à un certain moment que Dale Hunter veuille revenir l'an prochain? C'est une bonne question. J'ai pas parlé de ça avec Dale ou avec Mark ou avec personne. J'ai aucune idée. OK. Parce que, tu sais, quand le gars gagne la médaille d'or, des fois, quand il veut revenir, écoute, vous avez eu une belle expérience cette année. Finalement, la médaille d'or est arrivée. Si tu me parlais un peu des retombées de tout ça là, depuis ton retour de la République tchèque, comment tu as vécu tout ça? Tu as pris du recul un petit peu avec l'expérience que vous avez vécue. J'imagine que ça fait partie des bons moments de ta carrière? Ah oui, définitivement. Ça fait partie des beaux moments. Ça fait, tu bâtis une amitié avec ces gens-là, les gens qui t'entourent. Tu es quand même parti pendant un bon bout, puis tu vis des émotions fortes. Donc, c'est toujours, tu crées des liens, puis des liens qui vont rester pour longtemps avec ces gens-là. Avec Mitch Love puis Jason LaBarbera, c'est la 2e fois qu'on gagne la médaille d'or. On avait gagné moins de 18. Je pense que travailler avec Mark et Dale, c'était plein de fun. C'est 2 gars terre à terre. C'est deux gars qui viennent viennent un petit peu du même background que moi. Ils ont été c'est un peu la même chose. Moi, j'ai été élevé sur une ferme, eux autres, c'est la même chose. Je pense qu'on se rejoignait très bien. On a des gens simples et on se rejoignait très bien. Le fait que le tournoi va avoir lieu au Canada, quelque part, ça rajoute toujours un petit peu à la pression. Tu l'as vécu comme adjoint là, en 2011. On n'était pas au Canada, on était à Buffalo. Tu l'as vécu à Saskatoon en 2010, on était au Canada. Là, ça va être gros l'an prochain, on le sait. Il y a déjà un paquet de billets de vendus. Puis les gens dans l'Ouest, c'est peut-être là, à cet endroit-là, en Alberta, là, que c'est le plus fort, peut-être, la frénésie pour ce tournoi-là. Ça ajoute à l'expérience, tu dirais? Oui, mais c'est sûr, oui, ça va ajouter à l'expérience, puis ça va ajouter à l'ampleur de l'événement, mais en même temps, pour nous autres, les entraîneurs, c'est une chose que je vais essayer de faire, c'est de justement garder le focus sur la tâche, sur des choses qu'on peut contrôler, pas sur les distractions. Ça fait cliché, mais c'est quand même important dans un environnement comme ça. Que c'est court terme. On n'a pas le temps là, vraiment de s'enfarger et de regarder à droite et à gauche. On va être focusé sur la tâche. Je pense qu'on va voir plus les bons côtés que tous les autres côtés. André, il y a 7 joueurs qui sont admissibles à revenir parmi ceux qui ont gagné la médaille d'or cette année. Je sais qu'Alexis Lafrenière, ça va probablement être difficile. Mais il y en a d'autres. Là. Bowen Byram, Jamie Drysdale en défensive, McMichael, Byfield en avant, Mercer et Cousins. Si jamais ces bonhommes-là reviennent tous, ça part déjà avec une bonne base. Oui, c'est sûr. Je pense que ça serait bien le fun, mais je m'attends pas à ce que tous ces gars-là reviennent. Écoute, mais tu sais, j'ai coaché les moins de 18 à ce groupe d'âge-là. Là, donc, c'est l'équipe qu'on avait à Edmonton il y a 2 ans. Donc, je connais pas mal ce groupe d'âge-là pour les avoir eus en 2018 à Evan-Lincoln, mais aussi tous ceux qui étaient au camp qui ont suivi les progressions. Tu sais, que ce soit des Connor Zary qui avaient été coupés ou des Alex Newhook ou
nomme-les toutes, là. J'ai toujours gardé un œil là-dessus, parce que je veux pas, c'était des bons kids, des gars qui sont venus au camp, ils ont donné ils ont donné le max, puis qu'on les a gardés ou non, c'est un groupe d'âge qui m'est plus familier, donc on garde un esprit ouvert, dans le sens que, regarde, c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait le club il y a 2 ans qu'ils ne peuvent pas le faire cette année. On l'a vu là, à plein d'exemples cette année qui ont fait l'équipe, qui n'avaient pas été avant dans le programme, qui ont très bien fait avec nous. On prend juste nos gardiens de but, Hofer et Daz, des gars qui n'avaient jamais été sur le programme, puis ils ont été des éléments clés dans notre victoire. Donc, on va garder l'esprit ouvert, c'est sûr. Les gars de la LHJMQ également, qui faisaient partie de cette équipe-là, des Jacob Pelletier, des Samuel Poulain, Justin Barron, des Moses d'Halifax, qui va être prêt aussi, j'imagine. Absolument. Xavier Parent aussi qui était là à ce moment-là. Parce qu'il y avait beaucoup de... on a une coupe aussi qui avait été coupée. Mercer, c'était un truc qui avait été coupé. Donc, on a quand même une belle représentation du Québec dans cette coupe d'âge-là. André, il faut que je te parle de ton équipe à Ottawa. Pendant que tu étais parti, ils ont fait les 100 coups, comme on dit. Ils n'ont pas perdu un match. Ouais. Là, c'est quoi? Vous avez une défaite dans les 22 dernières, quelque chose comme ça. Vous êtes la meilleure équipe présentement, les 67 d'Ottawa au Canada. Ça roule vraiment. C'est une des saisons incroyables que tu as vécues. Tu en as eu des bonnes équipes à Rouyn-Noranda et tout ça, mais ça, c'en est une bonne. Oui, ça, c'est une bonne. Écoute, je pense qu'on a un peu de tout dans notre équipe. On a une brigade défensive à maturité, vraiment avec des joueurs d'impact au niveau en arrière. On a un excellent gardien. On a vraiment 2 bonnes lignes offensives là, dominantes. On a une belle profondeur dans nos jeunes. Dans le 3e, 4e trio, c'est plus des jeunes qui font très bien ça. Donc, on aime beaucoup notre équipe. On est très contents. On a gagné 8 games d'affilée avant d'aller au championnat mondial junior. Après ça, pendant le championnat mondial junior, on a gagné 8 d'affilée. On a gagné un autre en revenant. Donc, une séquence de 17. On a perdu une, puis là, je pense qu'on est rendu à 5-6 d'affilée. Là, fait que, là, puis, tu sais, on a joué un bon club. Là, la dernière game, c'était contre Saginaw, Cole Perfetti, puis sa gang. Puis ça a vraiment été une bonne game hier. Puis on a réussi à être du bon bord. André, vous êtes quand même rendu en finale l'an passé. L'édition de l'an passé des 67, cette année, c'est 2 très bonnes équipes. L'an passé, il n'y en a pas manqué beaucoup. Le Nick Suzuki a eu le meilleur sur vous avec Guelph à la fin. Tu dirais que ton équipe cette année a plus de profondeur, est meilleure? Non, l'équipe l'année passée avait plus de profondeur. Je te dirais que cette année, nos meilleurs joueurs sont vraiment dominants. C'est vraiment, on a plus d'impact. Notre brigade défensive, c'est la même. À peu près la même. Donc, nos 4 premiers cette année, c'est les 4 premiers de l'année passée. Notre gardien de but est excellent, Cédric Henry. Puis en attaque, on a vraiment un petit peu plus d'impact, mais on a moins de profondeur qu'on avait l'année dernière. Tu sais, l'année dernière, c'était une bonne saison. On a le record de franchise pour le nombre de victoires, le nombre de points à Ottawa, qui est une franchise qui a beaucoup d'histoire. Donc, ça a vraiment été une bonne saison. Cette année, ça va très bien encore. Je pense que James, toute l'organisation fait un bon travail pour le recrutement. On va essayer de conclure ça de la bonne façon. André, écoute, je te laisse aller. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Félicitations encore pour cette nomination. En ce qui me concerne, c'était, comme on dit en anglais, un no-brainer. Alors, merci beaucoup, André, puis bonne continuité. Merci, Steph. À la prochaine. Bye-bye. OK, salut. Alors voilà, c'était André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa de la Ligue de l'Ontario et nouvel entraîneur-chef d'équipe Canada Junior 2021. Ça a été confirmé par Hockey Canada un peu plus tôt aujourd'hui. On fait le tour un petit peu de ce qui s'est passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec au cours des derniers jours. Premièrement, il y a le gros match et la grosse nouvelle, c'est arrivé hier. Le gros match, c'est Sherbrooke qui a vaincu Chicoutimi 6-1 dans un duel impliquant les 2 meilleures équipes au classement général. Les 2 mêmes équipes vont se revoir samedi prochain à Saguenay. Je vais aller faire un tour pour aller assister à ce match-là. Mais hier, honnêtement, Sherbrooke a eu le dessus dans la colonne des tirs, 48-18, un gain de 6-1, sans équivoque. Et avec cette victoire, Sherbrooke qui prend 6 points d'avance sur Chicoutimi. Chicoutimi a toutefois un match de plus à disputer. Alors, le match de samedi prochain pour les Sags, si on espère gagner le championnat de la saison régulière, on ne peut presque pas se permettre d'échapper ce match-là et de tomber 8 points derrière le Phoenix de Sherbrooke qui ne perd pas souvent. L'autre grosse nouvelle, évidemment, c'est l'Océanique de Rimouski qui a vu hier dans son match contre Québec, Alexis Lafrenière écopé d'une punition pour mise en échec à la tête. Et là, est-ce que Lafrenière sera suspendu? Le geste n'était pas nécessairement violent. Il n'a pas sauté sur ses patins n'ont pas quitté la glace, mais il reste que c'est un coup à la tête. Et il y en avait eu un avant Noël qui n'avait pas été sanctionné. Là, j'ai l'impression peut-être qu'on ne laissera pas ça passer. En tout cas, il n'y a pas de décision qui ont été rendues pour l'instant.
L'Océanique joue son prochain match demain. Quand je dis pour l'instant, là, c'est au moment où on enregistre notre balado-diffusion, lundi après-midi, là, aux alentours de 15h. Alors, on verra dans ce cas-là. Si on fait le tour des autres équipes, je vous ai parlé du Phoenix de Sherbrooke. Oui, il y a eu cette victoire contre les Sags. Moi, j'ai assisté au match de vendredi contre Batters. Une victoire facile de 10-1. Sherbrooke a 8 victoires à ses 9 derniers matchs. Samuel Poulain, joueur de la semaine, 5 buts et 3 passes pour 8 points. C'est la deuxième fois cette saison qu'il est choisi joueur de la semaine. L'Armada de Blainville-Boisbriand, un bon week-end, 2 victoires sur 3 dans les Maritimes. Les Voltigeurs de Drummondville, 4 défaites de suite. C'est la deuxième fois cette saison que ça arrive. Les Tigres ont gagné leurs 3 derniers matchs. Enfin, on semble sortir un peu du marasme du côté des Tigres. Michael Abramov qui est rendu à 32 buts. Et on a surtout aussi gagné du côté des Tigres notre première victoire en temps supplémentaire ou en tir de barrage après 9 défaites de suite. On est allé en chercher une contre Bécomo samedi en tir de barrage. Les Olympiques de Gatineau, un voyage difficile en fin de semaine. 3 défaites dans les Maritimes, un seul point de classement récolté contre Halifax. Les Sags, je vous parlais de la défaite de 6-1 contre Sherbrooke hier, mais il y avait également une défaite de 4-1 contre Rimouski vendredi. Donc, ça a été un week-end difficile. Seulement 2 buts marqués en 2 matchs pour les Sags. Les Wildcats de Moncton, ça continue de rouler à un rythme d'enfer. 5 victoires de suite, 2 jeux blancs en fin de semaine. 8-0 contre Halifax, 4-0 contre Charlottetown. Du bon hockey là, pour les Wildcats de Moncton. Charlottetown, 6 défaites de suite à la maison, c'est un petit peu plus difficile. Du côté de Rimouski également, il faut souligner le retour au jeu vendredi soir de Dimitri Zavgorodny, qui a récolté un but et une passe, lui qui avait manqué les 2 derniers mois en raison d'une fracture de la clavicule. Je veux noter également le match à Québec vendredi soir où on y est allé un petit peu du côté nostalgique avec des uniformes bleus des Remparts pour souligner un peu les 40 ans des Nordiques de Québec. Il y avait 12 725 spectateurs à ce match-là. C'est la plus grosse foule de la saison dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Et il y a le Cap-Breton qui continue de très bien aller aussi. Les Eagles du Cap-Breton, on n'en parle pas beaucoup, mais depuis le retour du congé des fêtes, 11 victoires, 1 défaite. Ça roule très bien pour les Eagles du Cap-Breton. Egor Sokolov est rendu à 35 buts depuis le début de la campagne. On a fait quelques transactions. Je ne sais pas si c'est une raison de kilomètres de distance, mais on dirait qu'on ne parle pas beaucoup du Cap-Breton. On parle de Moncton, on parle de Sherbrooke, on parle de Chicoutimi, on parle de Rimouski, mais les Eagles sont tout près, là, pour ne pas dire complètement impliqués dans cette course au championnat. Et cette semaine, justement, pour parler des Eagles, peut-être une équipe qu'on a tendance quelquefois à oublier, ça me tentait de discuter avec leur directeur général, Jacques Carrière, qui est au bout du fil. Salut Jacques, ça va bien? Salut Stéphane, ça va bien, merci. Ben oui, ça va bien. Écoutez, parle-moi un peu de la stratégie que vous avez prise au début de la période des transactions. Parce que là, vous voyez comment ça se dessinait avec Moncton, avec Chicoutimi, avec Sherbrooke. Et là, le Cap-Breton, à un certain moment, s'est dit, on embarque dans la danse, nous aussi. Puis on est allé chercher Xavier Bouchard, Sean Element. À la fin, on est allé chercher Tyler Einem aussi. Et jusqu'à présent, là, les transactions rapportent pour les Eagles. Là. C'est certain que... quand on a commencé les discussions dans l'intérieur de notre comité hockey, on regardait les forces en cause à l'intérieur là, de notre association. Puis on se disait, ça serait vraiment pas facile de sortir de notre association, mais on s'est dit, en bon terme de hockey, là, excuse l'anglicisme, là, qu'on avait peut-être besoin. On avait tous les outils, on pensait qu'on avait tous les outils dont on avait besoin là, pour compter des buts. On avait peut-être besoin un petit peu, l'excuse l'anglicisme, de grit, de détermination. Puis c'est là-dessus qu'on s'est dirigé là, pour vraiment là, que ça soit pas facile pour les autres équipes de jouer contre les Eagles du Cap-Breton. C'est jamais facile, Jacques, de jouer au Cap-Breton. Ça, on le sait, le voyagement est difficile. Toutes les équipes qui vont jouer là en parlent régulièrement. Mais c'est pas facile non plus pour le Cap-Breton d'aller traverser le calendrier. Veut pas, vous avez des distances à parcourir plus grandes que toutes les autres équipes de la Ligue. Et quand tu regardes l'histoire des Eagles, puis je me souviens à l'époque, on en discutait quand Pascal Vincent était l'entraîneur-chef là-bas, pas facile. Le Cap-Breton est dans la Ligue depuis 22 ans. 2 fois seulement, on a atteint la ronde demi-finale. Puis la dernière fois, ça fait depuis 2007. Est-ce que vous avez l'impression là, qu'avec l'équipe que vous avez, avec la maturité que vous êtes allé chercher, vous allez être capable de passer à travers tout ça, là, l'adversité également de la fatigue, la distance et tout ça? C'est vraiment pas facile, tu as raison. Écoute, avec le nouveau propriétaire, Win Simon, qui est arrivé, on a vraiment mis en place des mesures là, où on pense qu'on est capable d'aller s'acheter là, du temps et de l'énergie. On voyage pas les jours de match. Notre voyage au Québec, là, où la plupart des équipes des Maritimes viennent au Québec 4 fois, on en a coupé un, nous autres.
On part au mois de février, là, on part pour une dizaine de jours au Québec. C'est donc dire que en faisant ça, on se coupe vraiment là, un voyage complet au Québec. C'est vraiment plus de dépenses pour nous autres. Mais écoute, en faisant ça, on pense qu'on va être capable de sauver notre énergie, puis de jouer ces matchs-là là, en sauvant un voyage. En discussion avec Jacques Carrière, directeur général du Cap-Breton. Jacques, je parlais d'Egor Sokolov dans mon segment à Hockey 360 vendredi dernier. Moi, j'ai adoré son championnat mondial de hockey junior. J'ai vu l'équipe russe jouer là, à 5 ou 6 occasions. Il a été très bon. Depuis qu'il est revenu, il fonctionne très bien aussi. Il est rendu à 35 buts. C'est le meilleur buteur présentement là, de la Ligue. Est-ce que tu es surpris un peu de sa progression? Parce que c'est quand même un gars qui a passé au repêchage 2 fois. Là, puis comme on dit, on n'a pas décidé de le repêcher. Et là, cette année, il fonctionne vraiment bien. Là. Un peu surpris, oui. Un peu surpris, non. Ce gars-là veut tellement jouer au hockey. C'est le premier arrivé à l'Arena. C'est le dernier parti de l'Arena. On avait un plan pour lui quand il est revenu de l'équipe junior russe où on avait des périodes de repos. Puis vraiment, lui, il voulait pas prendre de repos. Il voulait prendre des bouchées doubles quand il est arrivé. C'est un gars qui se dédie corps et âme pour notre équipe. C'est difficile de jouer contre lui. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui a vraiment amélioré son patin. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait dans sa tête. Je veux faire un joueur de hockey. Je veux faire les sacrifices pour devenir un joueur de hockey. Cet été, il s'est exilé à Halifax. À la fin de la saison, l'année passée, il est retourné en Russie pour une dizaine de jours, 2 semaines, pour ensuite revenir à Halifax, puis vraiment se concentrer là, à 100% avec son agent avec un coach de patin, puis un coach en gymnase. Puis il a passé tout l'été à Halifax là, à s'entraîner. Puis je pense que ça paye des dividendes aujourd'hui. Quand on regarde ça froidement, là, il y a 4 marqueurs de 30 buts dans la LHJMQ. Présentement, vous en avez 2 parce que Sean Element fait aussi partie des Eagles maintenant. Puis c'est un gars qui était convoité. Il a coûté cher, comme on dit, comme transaction. Mais je pense que lui, quand tu parlais de grit tantôt puis de leadership, c'est un peu ça qu'il vous apporte. Là. Absolument. Sean Element était une de nos cibles, un de nos targets, si tu veux. Du début, lorsqu'on a décidé qu'on était pour aller de l'avant, Sean Element est devenu un des targets, là, une des cibles de tête pour nous autres. Puis on a tout fait en mesure, en notre possible pour aller le chercher. On aimait son leadership, le leadership qu'il apportait sur la glace, le leadership qu'il apportait hors glace, le respect qu'il allait nous apporter. On voulait que ce soit pas plaisant pour les équipes de faire le voyage au Cap-Breton. Donc, vraiment, là, il cochait beaucoup de boîtes pour nous là, à savoir là, ce qu'on voulait comme joueur. Parle-moi de votre entraîneur. J'ai eu la chance de le rencontrer 1 ou 2 occasions cette saison. J'ai fait une entrevue avec lui. Il ne connaissait pas beaucoup la Ligue junior majeure du Québec. Je me souviens qu'il m'a parlé de l'aspect des voyages, lui aussi, quand je l'ai rencontré. C'était, je pense, lors de votre match à Sherbrooke. Jay Grimes fait du bon travail, qu'on le veuille ou non, là, pour quelqu'un qui est à ses débuts comme entraîneur-chef dans le circuit. Les Eagles font partie là, des 5 meilleures équipes de la Ligue. Là. Ben écoute, vraiment, il fait du très bon travail. Là. Notre fiche le démontre. C'est un gars qui est vraiment apprécié de nos joueurs. C'est un gars qui est capable de développer les jeunes, qui est capable de parler avec les plus vieux, là, puis vraiment de tirer le maximum d'eux autres. Écoute, on est extrêmement satisfaits. L'an passé, pendant les séries éliminatoires de la OHL, Jay Grimes est devenu un candidat pour nous. Puis à ce moment-là, ils perdaient leur série 0-3. On pensait qu'on était pour lui parler assez tôt au mois d'avril. Puis Guelph a vraiment tourné les choses, ont remporté cette série-là, puis sont rendus jusqu'à la finale de la Coupe Memorial. Ça fait que il a fallu attendre jusqu'à la fin de la Coupe Memorial pour lui parler. On est vraiment satisfait du travail là, qu'il fait chez nous présentement. Il était un des entraîneurs de Nick Suzuki l'an dernier et j'ai eu la chance d'en discuter avec lui. Écoute, le Cap-Breton, présentement, là, c'est une lutte avec Rimouski. Ce qui est dommage, là, puis tu en as parlé un peu en début d'intervention, c'est que dès la 2e ronde, en tenant pour acquis là, que vous allez gagner en première ronde, dès la 2e ronde, ça pourrait être un affrontement contre Chicoutimi, contre Moncton ou contre Rimouski. C'est
c'est extrêmement difficile. Puis admettons une victoire là, ben, ça va être une autre grosse équipe après. Donc, le chemin est vraiment très, très difficile. Est-ce que tu trouves ça un peu injuste, la façon dont le système fonctionne, particulièrement cette année, là, où on voit une équipe peut-être comme Sherbrooke un peu plus seule sur son côté, puis les 4 autres grosses puissances dans la même association? Ben écoute, injuste. Par la force des choses, c'est arrivé comme ça. C'est certain que nous autres, moi, je pense, j'ai vendu à mes patrons que la deuxième ronde va être une ronde clé pour toutes les équipes, en fait, de notre association. Ouais. Parce que la finale d'association S va être comme un Final Four là, d'autres années dans la Ligue, là, en fait, de force en présence. Ça fait que, oui, on sait que... Ben, écoute, moi, j'ai dit à mon patron, j'ai dit en deuxième ronde, j'ai dit, c'est certain qu'il y a des équipes qui vont être désappointées. Ça fait que qui vont avoir, là, qui vont être allés de l'avant, qui vont avoir fait des transactions, qui vont s'être bâtis une équipe pour espérer là, se rendre jusqu'à la finale, et qui ne se rendront pas parce que la deuxième ronde va être extrêmement difficile. Ça fait partie du hockey. On va arriver en deuxième ronde. J'espère que mon équipe va être prête, puis on va essayer de passer au travers. Puis si on passe au travers de la deuxième ronde, on pense qu'on est capable de faire un bout de chemin là, après ça. Jacques, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous sur la glace aujourd'hui. Bonne chance, bonne continuité. On va se croiser au Québec dans votre voyage de 6 matchs qui s'en vient là, dans quoi une dizaine de jours. Puis on verra ce que ça va donner durant les séries éliminatoires, mais ça ne sera pas facile, là, autant pour vous que pour Moncton, Chicoutimi et Rimouski. Merci beaucoup. Ça va faire du bon hockey, par exemple. Oui, effectivement. Merci. Merci, Stéphane. Bye-bye. Voilà, Jacques Carrière, directeur général des Eagles du Cap-Breton, qui ont 11 victoires à leurs 12 derniers matchs et qui roulent à un rythme d'enfer. Comme je le disais pendant l'entrevue, le Cap-Breton n'a atteint seulement 2 fois le carré d'as en 22 ans depuis que l'équipe est au Cap-Breton. On n'a pas été en mesure là, de se rendre une seule fois en finale de la Ligue. On a été en mesure de se rendre en demi-finale en 2 occasions, la dernière fois en 2007. Alors, c'est pas facile d'aller jouer au Cap-Breton, comme Jacques le disait, mais c'est pas facile pour le Cap-Breton non plus. On a effleuré dans l'entrevue avec Jacques tantôt l'acquisition de Sean Element, qui est en provenance du Titan d'Acadie Batters, le Titan qui est en mode reconstruction pour une 2e année de suite. Vendredi soir, je vous le disais, je suis allé faire un petit tour à Sherbrooke. Le Titan était le visiteur. C'était la confrontation entre la pire équipe de la Ligue et la meilleure équipe de la Ligue. Et j'en ai profité pour faire un brin de discussion avec Mario Durocher, qui vit une 2e saison assez difficile à la barre du Titan de Batters. C'est un vétéran, Mario Durocher, qui est dans la Ligue depuis plus de 20 ans, autant comme entraîneur-chef que comme entraîneur adjoint. Alors, je vous présente cet entretien que j'ai eu avec Mario Durocher. Il a parlé, entre autres, de la perte de Sean Element à un certain moment dans cette entrevue-là parce qu'il a été transigé au Cap-Breton. Vous allez voir que malgré tout, Mario n'a pas perdu de son verbe et est quand même en pleine forme pour discuter du Titan d'Acadie Batters, qui n'a que 8 victoires depuis le début de la saison. Mario, quand on s'est vu la dernière fois, si tu penses que c'était dans les matchs hors concours, tu t'attendais vraiment pas à ça. Tu étais confiant de voir que ça tournerait le coin, comme tu m'avais dit, puis finalement, c'est difficile encore. Qu'est-ce qui se passe? Mais définitivement que je suis déçu parce qu'au camp d'entraînement, on a eu un bon camp. Puis je pense que c'est vraiment que l'avenue de Sean puis de Yann ferait une différence avec la gang de jeunes qu'on rentrait. Puis nos jeunes ont super bien fait. Même contre Rimouski, mais c'est sûr que PI, les clubs avaient des clubs jeunes, on était au-dessus d'eux autres. Fait qu'il faut là qu'on s'aperçoit qu'il faut être patient, que notre ligue, c'est une ligue de 19 ans, mais bien souvent, c'est ça qui fait la différence. Puis ce qui me fait mal, c'est que ça m'a coûté, dans le fond, la perte de Sean Element. Je pense qu'avec lui, c'est un joueur important de l'équipe, c'est notre capitaine, puis c'est un joueur dans la ligue qui est respecté beaucoup, qui amenait le côté physique de la game, toute l'équipe. Fait que, tu sais, on a eu un mauvais début de saison à 0-17, mais c'est pas ça la pire partie, parce que je pense que notre club progressait, puis qu'on n'avait pas la chance trop sur notre bord. Puis quand tu t'embourmes, mais là, les lock et bounce, ces affaires-là n'étaient pas sur notre côté, mais on a joué vraiment des bons matchs, même dans notre série de 0-17. Quand on a eu notre premier match, c'est sûr que ça nous a enlevé un gros poids sur les épaules pour tout le monde, parce que là, le monde nous parlait de l'année passée, puis toute l'équipe, il y a peut-être 6 gars de l'année passée. Après ça, on a eu une bonne séquence. Puis là, après ça, on a eu 5 games à la maison contre des clubs qu'on avait une chance de remporter. Puis ces games-là, on a vraiment pas bien joué. On se pensait comme meilleur, puis toute l'équipe. Puis encore, dernièrement, on a battu Rimouski. C'est un bon match chez eux. Puis, hier, on avait Victo qui était 0-6. Puis la première période, ça s'est fini 4-1. La deuxième période, comme je dis à mes joueurs, je pense que c'est le pire match que j'ai coaché mon équipe en 20 minutes.
C'était effrayant. On n'était pas sur la rondelle. Puis en troisième, on avait l'air d'un club de hockey. Fait que, tu sais, la constance n'est pas là. Les 2 matchs en 2 soirs, à soir, ça va être une grosse performance. Il faudrait qu'on sorte parce que souvent, quand on joue le deuxième match, là, puis là, le club nous attend en plus, ça risque de pas être facile. C'est toutes des situations que les jeunes apprennent à vivre. Que c'est ça la Ligue majeure du Québec. Les gars pensent des fois que ça va être facile parce que le club... Ouais, mais si on est fatigué, on a joué la veille, c'est pour ça qu'il faut que tu apprennes à bien te reposer, bien manger, puis bien t'entraîner. Il y a des raisons pour ça. Puis c'est pour ça que quand tu sais, je pense qu'on a 10, 17 ans, 3, 16 ans. C'est proche d'un club de midget 3, là, ça. Fait qu'il faut... c'est ça que les gars sont en apprentissage, puis on l'apprend pas de la façon facile. Les autres, ils sont contents, ils ont beaucoup de temps de glace, mais le but de la game, c'est de remporter des matchs puis de jouer en équipe, là. Le moral des joueurs, le moral du coach dans tout ça? Écoute, on construit. Tu sais, je pense que l'année passée, on a fait on était à l'après-coupe, je pense qu'on a eu à faire un nettoyage. Puis là, vraiment, on a, tu sais, avec la gang de jeunes, comme je viens de te mentionner, il y a du talent là-dedans. Il faut construire. Tu sais, on construit quelque chose qu'on sait que pour 2-3 ans, ça va, le gros de l'organisation est entre nos mains présentement. Fait que je pense que c'est intéressant. Puis on a des bons joueurs dans le midget 3 aussi qui vont s'en venir l'année prochaine. On peut pas, je pense que 3-16 ans, c'est pour avoir un... Je pense que c'est le maximum qu'on peut avoir pour avoir une qualité. Puis là, en les laissant dans le midget 3A, mais ils vont voir progresser, ils vont avoir une bonne bagarre au camp d'entraînement. Puis là encore, là, c'est mes 18 qu'il faut mes joueurs de 18 ans qu'on a rajoutés, parce qu'on s'est rajeunis dans le temps des fêtes, en rajoutant des 18 ans. Mais c'est eux autres à me prouver qu'ils peuvent jouer dans la ligue, puis aider le Titan d'Acadie Batters, ça va avoir une bonne saison l'année prochaine. Mais là, on n'est pas encore sorti des séries éliminatoires, fait que je pense aussi que le moral est là. Les gars ont quand même du temps de glace de qualité. On fait tourner nos 4 lignes. Quand on joue des bons matchs, c'est intéressant à regarder parce qu'on travaille fort. C'est souvent la fatigue qui vient nous chercher ou un mauvais bounce ou une période comme le deuxième match contre Rimouski. Ça a été la Frenière, il nous a bouffé tout rond en une période. Puis là, oups, on a bien joué en deuxième, puis en troisième, on était encore là. Et hier, c'était un peu la même chose contre Victo. Fait qu'il faut être plus constant. Il faut apprendre à être plus constant. Toi, personnellement, dans tout ça, je veux dire, tu es quand même un vétéran dans cette ligue-là, de traverser 2 saisons comme ça vient-tu te chercher un peu? Bien, écoute, c'est... je pense qu'on a peut-être à peu près 20 victoires en 2 ans. C'est pas beaucoup, tu sais. C'est dur pour le moral, mais encore là, tu sais, je vois qu'il y a une progression. Puis tant que mon club se présente et qu'on travaille, j'ai pas de problème avec ça. C'est la deuxième période d'hier. Ça me fait mal au cœur. Je me dis, on a-tu tout perdu? On a-tu tout oublié en 20 minutes? Puis c'est là que je trouve ça un petit peu plus difficile. Mais tu sais, encore là, on a la chance. C'est ça qui est le fun dans le hockey. Tu sais, dans le junior, on joue qu'à 68 matchs. On a la chance de se reprendre ce soir contre un bon club. Tu sais, c'est le numéro 1 au pays. Fait que, on a joué un bon match contre Chicoutimi dernièrement à la maison. C'est fini 3-2. On est capable de jouer du bon hockey. Il faut que notre goaler, nos gardiens nous tiennent dans le match, puis qu'on ait un bon début de match. Là. Quand on fait 4-0, là, c'est la job du coach de motiver les gars à continuer le match. Ils ont réussi à le faire. Fait que, puis on arrive à l'entraînement, je peux te dire que les gars sont enjoués, ils veulent avoir du stock, ils veulent apprendre, ils veulent continuer à s'améliorer. Fait que le côté, c'est le côté positif. Je pense que l'attitude est super bonne. Fait que ça nous donne un coup de main, le coaching staff, à vouloir continuer et à leur en donner. On sait que l'avenir va être plus prometteur. C'est un peu ça notre job. C'est de leur apprendre c'est quoi la Ligue majeure du Québec, c'est quoi le statut de joueur de hockey à ce niveau-là. Puis ils ont des sacrifices à faire. Puis ils savent que je respecte ça énormément, mais je m'attends à ce qu'ils le fassent, par exemple. Quand tu regardes tes deux, là, Hawkins et Kidney, c'est-tu vraiment des gars sur lesquels, à 19 ans, le Titan va pouvoir gagner qu'eux? Je pense que ça va être à 18 ans même. Je pense qu'avant ça, c'est parce qu'ils ont quand même... Tu sais, je pense que c'est la première fois, moi, je ne sais plus combien de nombre d'années, au-dessus de 20 ans, là, que j'ai 2-16 ans, c'est ma première unité de powerplay. J'ai pas vu ça souvent, puis effectivement, je pense qu'ils ils amènent des belles choses dans les deux sens. Ils ont beaucoup de petits détails à apprendre, mais c'est sûrement des gars sur lesquels on peut bâtir. Je regarde notre brigade défensive, c'est un peu ce qui nous a fait mal un peu cette année, avec beaucoup de 17 ans. Puis c'est là que quand tu prends un club qui a beaucoup de 19 ans dans leur alignement, puis des 20 ans, c'est une job qui est plus... Juste physiquement, c'est plus difficile. Fait qu'on a beaucoup de joueurs qui grandissent là-dedans. Là. À comparer l'année passée, parce qu'on avait beaucoup de 19 ans quand je suis arrivé à Batters au mois de novembre. Puis là, on a rajeuni le club. Puis là, cette année, on y va avec vraiment le futur de l'organisation. Merci, Mario. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était Mario Durocher, entraîneur-chef du Titan d'Acadie Batters. Le Titan qui ne l'a pas facile. Ça, c'est une entrevue qu'on a fait à Sherbrooke avant le match de vendredi.
Mario, dans l'entrevue, parlait ce soir, on joue contre une bonne équipe. Ouais, ben c'est ça. Ce soir, ça a fini 10-1 pour Sherbrooke dans ce match-là. Ça n'a pas été facile. Vendredi soir, dans mon segment Hockey 360, je suis revenu sur le dossier des bagarres dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est vrai, on en parle beaucoup. On dit on veut éliminer les bagarres au hockey au niveau junior. Moi, je pense que c'est vraiment en train de s'en aller tout seul. Et je compile les bagarres dans la LHMQ depuis plus de 10 ans, depuis le fameux été où, en 2008, on avait eu un grand débat de société là, sur les bagarres au hockey à la suite de l'incident qui était survenu à Chicoutimi entre les Remparts et les Saguenayens, impliquant le gardien Jonathan Roy, vous vous souvenez sûrement. Il y a eu toutes sortes de discussions par après sur une réglementation plus sévère. Et depuis cette saison-là, à chaque année, les bagarres diminuent. Cette année, là, en ce moment, au moment où on se parle, il y a 418 matchs qui ont été joués dans la saison régulière de la Ligue junior majeure du Québec. Donc, on parle à plus ou moins là, du 2/3 de la saison. Il y a eu 98 combats. Certains vont dire que 98, c'est beaucoup. 98 en 418, ça fait 0,23 par match. À titre comparatif, il y a 15 ans, en 2004-2005, donc exactement 15 ans cette année, à la fin du calendrier régulier de la Ligue junior majeure du Québec, il y avait eu 702 combats. Alors là, je vous le dis, il y en a eu 98 cette année. Donc, si on fait une règle de 3, là, on va finir l'année entre 140 et 150 combats. Certains vont dire avec raison que c'est 140 ou 150 de trop, effectivement, mais il n'en demeure pas moins que ça diminue à chaque année. L'an passé, il y en a eu 188. La saison précédente, 223. La saison d'avant, 285. La saison d'avant, 302. 399. Alors, regardez, là, juste depuis 2014-2015, 5 ans, on est passé de 399 à peu près, comme je vous dis, 140 à la fin de la saison cette année. La réglementation, la façon de construire les équipes que les dirigeants ont maintenant, il n'y a plus de joueurs là, unidimensionnels qui ne sont là que pour se battre. Je regarde l'exemple cette année, les Huskies de Rouyn-Noranda, qui est l'équipe qui a été impliquée dans le moins de bagarres depuis le début de la saison. 4 combats seulement en 47 matchs. Donc, c'est une bagarre par 10 matchs. Il y a certains soirs, là, il y a 7 ou 8 matchs dans la Ligue junior majeure du Québec, il n'y a aucune bagarre. L'an passé, 74 % des matchs du calendrier régulier de la Ligue junior majeure du Québec, il n'y a eu aucun combat. Depuis le début de la saison, cette année, on est à 80 %. Regardez, les 80 %, là, 8 matchs sur 10, il n'y en a pas de combat. Alors, oui, on peut dire on veut expulser le joueur s'il y a combat, puis on peut être plus sévère. Puis oui, on peut le faire, mais je pense que quelque part, là, ça devient presque anecdotique quand un match où il y a 3 combats, là, on est tout énervé. Qu'est-ce qui se passe alors qu'à une certaine époque, c'était la norme. Je voulais revenir là-dessus. Je voulais en profiter là, du podcast de la balado-diffusion sur la glace où on traite de hockey junior pour revenir sur ce dossier-là qui fait jaser. Un petit tour d'horizon rapide avant de vous laisser aller. Dans la Ligue de l'Ontario, Cole Perfetti, André Tourigny en parlait tantôt, s'est emparé du premier rang des compteurs, 1 point devant Marco Rossi des 67 d'Ottawa. Perfetti, souvenez-vous, l'été dernier, il a fait la pluie le beau temps avec Hendrix Lapierre lors du tournoi Linka Gretzky. Il a 82 points depuis le début de la saison, 28 buts, 54 passes. Il y a qu'Alexis Lafrenière qui a plus de points que lui au niveau du hockey junior canadien. Perfetti qui évolue pour le Spirit de Saginaw. Un excellent espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale cette année. Dans l'Ouest, les Winterhawks de Portland continuent de dominer. 35 victoires et 6 défaites en temps réglementaire, 5 défaites en bris d'égalité. C'est la meilleure équipe de la Ligue junior de l'Ouest. Les Winterhawks qui vont très bien, qui bagarrent là, avec les 67 d'Ottawa, le Phoenix de Sherbrooke, les Saguenayens, là, pour être parmi les meilleures équipes au hockey junior canadien cette année. Un mot sur l'espoir du Canadien Cole Caulfield. Vendredi soir, face au Fighting Irish de Notre-Dame, il a marqué 3 buts. En 24 matchs depuis le début de la saison, 16 buts, 10 passes pour 26 points. C'est excellent pour une recrue au niveau du hockey universitaire américain. Caulfield, donc, qui continue de marquer des buts. Et qui est le joueur, je regardais les statistiques, parmi toutes les recrues de la NCAA, il est le joueur qui obtient en moyenne le plus de tirs par match depuis le début de la saison. Il obtient en moyenne 7,8 tirs par match depuis le début de la saison. Alors, c'est énorme. Caulfield, qui, on le sait, est un marqueur naturel. Un mot également avant de vous laisser sur les Olympiques de la jeunesse. C'est un sujet qu'on a abordé la semaine dernière quelque peu. Je vous disais qu'on s'en allait pour le match de demi-finale et le match de finale. Malheureusement, le Canada s'est incliné 2-1 dans le match de demi-finale contre les États-Unis. Et par contre, a gagné le match de la médaille de bronze 4-2. Donc, ce sont les Russes qui ont gagné la médaille d'or, les États-Unis l'argent et le Canada le bronze. Rappelons que c'est un tournoi pour les moins de 16 ans. Donc, des joueurs de 15 ans qui étaient là. Il y en avait 5 de la Ligue Midget 3A du Québec qui faisaient partie de cette équipe qui était dirigée par Gordy Dwyer et Marc-André Dumont. D'ailleurs, Marc-André Dumont a parlé avec Jasmin Leroux la semaine dernière dans
podcast Mission Midget 3A. Il est revenu sur ce tournoi, dans le fond. Et c'était à chaud, là, le Canada qui venait de perdre le match 2-1 pour la demi-finale et on se préparait pour le bronze contre la Finlande. Alors, c'est vraiment ça encore la première étape, encore plus avec les moins de 17 ans, là, les moins de 16 ans. On a joué là, pour ces 17 joueurs-là une première expérience au niveau international. Ça se passait à Lausanne, en Suisse. Alors, Canada, donc, médaille de bronze derrière la Russie et les États-Unis. Voilà qui complète notre balado-diffusion sur la glace pour le 27 janvier. Je remercie tous les invités que j'avais aujourd'hui. J'en ai quand même eu beaucoup. Je pense à André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa et d'équipe Canada Junior, Jacques Carrière, directeur général des Eagles du Cap-Breton, Mario Durocher, entraîneur-chef du Titan d'Acadie Bathurst également, qui était avec nous. Merci à nos collègues Olivier à la technique, Luc Dansereau à la coordination. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace. Salut tout le monde!